Bonjour et bienvenue dans le podcast En route pour demain. À travers ce podcast, le groupe Altis propose une série d'épisodes pour partager avec vous son aventure à la Convention des entreprises pour le climat. Persuadé qu'à plusieurs, on serait plus fort pour comprendre l'étendue de ce sujet et se mettre en route, le groupe Altis a candidaté pour participer à la Convention 2023 des entreprises pour le climat, la CEC, aux côtés de 140 dirigeants et planètes champions du bassin lyonnais. La CEC, c'est une association d'intérêt général qui organise un parcours apprenant sur une année pour accompagner les entreprises à repenser leur modèle d'affaires dans le cadre des limites planétaires. Deuxième session, cap vers le régénératif. Après une session 1 consacrée à poser les constats, nous voici en route vers l'entreprise régénérative. L'ambition de cette deuxième session, questionner nos modèles d'affaires afin d'intégrer les limites planétaires et proposer un modèle économique désirable et respectueux du vivant. Nous sommes face à des enjeux qui nous dépassent en termes d'intensité et d'urgence. Avec le dépassement des limites planétaires, nous entrons dans un monde de plus en plus fluctuant, non prédictible et donc non linéaire. Le concept des limites planétaires a émergé en 2009 suite aux travaux d'une équipe de chercheurs du Stockholm Resilience Center, qui a cherché à comprendre les processus en jeu permettant de maintenir des conditions d'équilibre propices à la vie. Ce sont les frontières à ne pas franchir, au risque de déstabiliser, voire compromettre nos conditions de vie sur Terre. Ces limites sont au nombre de 9 et 6 d'entre elles sont d'ores et déjà dépassées. Nous sommes entrés dans l'ère de ce que les scientifiques appellent la grande accélération. Le risque dans un système complexe, c'est que lorsque l'on pousse les processus à un niveau d'intensité qui va au-delà de leur capacité d'autostabilisation, cela amplifie les phénomènes à l'œuvre. Le dérèglement d'une variable conduit au dérèglement d'une autre variable. C'est là où l'approche par l'analyse systémique prend tout son sens. Je vous propose d'écouter Arthur Keller, ingénieur, conférencier et expert des risques systémiques. On ne peut pas résoudre un problème systémique par une simple addition de solutions spécifiques à des problèmes spécifiques, techniques notamment. Mais même quand je dis technique, ça ne veut pas dire technologique. Ça peut vouloir dire une loi, une norme, une décision politique. Ça peut être des choses qui sont techniques. Ça ne suffira pas. S'il n'y a pas un changement culturel, s'il n'y a pas un changement de comportement collectif, s'il n'y a pas un changement dans les valeurs, s'il n'y a pas un changement dans les principes organisateurs de nos sociétés, s'il n'y a pas un changement dans les finalités de nos vies à chacun, mais surtout des sociétés. Mais alors, comment décrire l'analyse systémique ? Écoutons de nouveau Arthur Keller. L'analyse systémique, ce n'est pas un petit plus pour aller un peu plus loin dans la compréhension, ça change tout, absolument tout. Dans la manière dont on conçoit les enjeux et dans la manière dont on conçoit les réponses à apporter face à ces enjeux. Nous n'avons pas encore, quand je dis nous, c'est en tant que société, mais c'est le cas de la grande majorité des gens, c'est le cas des journalistes, même scientifiques, c'est le cas des experts scientifiques pour la plupart d'entre eux également, car ils sont dans un silo disciplinaire, et c'est le cas des dirigeants, qu'ils soient dirigeants ou décideurs économiques ou politiques. Non, nous n'avons pas compris la nature des enjeux auxquels nous faisons face. Nous avons compris qu'il y en avait des enjeux, nous avons compris qu'il y avait des challenges compliqués, nous avions compris qu'il y avait des urgences, qu'il y avait des risques. Oui. Mais non, on n'a pas compris la nature de la problématique. Et donc on n'a, à mes yeux, pas compris la nature des réponses à mettre en place. Le défi est inédit pour notre humanité. C'est donc un nouveau modèle qu'il nous faut inventer, un nouvel avenir, en se projetant dans de nouveaux récits. Il est temps de façonner des nouveaux imaginaires collectifs. Il est temps de se poser cette question aussi. Est-ce que l'humain est un animal rationnel ? Un animal rationnel, c'est un animal à qui on explique les choses. Il dit « Ah oui, je vais changer mon comportement alors. » Bon, il y en a très peu de gens qui font ça. Et penser que parce qu'on explique aux gens, ils vont agir, c'est faux. Penser que parce que les gens vont savoir ou parce qu'ils vont comprendre, ils vont changer, c'est faux. Ça ne marche pas. On est de toute façon pris dans un système. Système, tant qu'on ne change pas ses finalités et ses principes organisateurs, les comportements sont massivement orientés dans une direction. Et après, il y a toujours des électrons libres qui arrivent à... Mais c'est minoritaire, toujours minoritaire. L'humain n'est pas un animal rationnel. Ça fait longtemps qu'on le sait en psychologie. C'est Elliot Aronson, le premier qui l'avait expliqué. Il a dit l'humain est un animal rationalisant.
Si vous voulez faire changer les gens, il faut les faire passer à l'action, beaucoup plus qu'il ne faut leur expliquer. L'un n'empêche pas l'autre, hein, mais c'est l'action qui va vraiment faire changer les gens. Un animal rationalisant, c'est un animal qui a agi différemment et qui justifie, rationalise a posteriori ce qu'il a fait en faisant évoluer sa perception du monde. C'est par l'action qu'on change sa vision du monde et pas le contraire. Alors, justement, comment pouvons-nous, citoyens et entreprises, passer à l'action en changeant d'ambition, de paradigme, en passant dans une logique d'impact positif net sur les écosystèmes, sur les communautés humaines et dans les territoires? Je vous propose maintenant d'écouter Christophe Sempels, spécialiste de l'économie régénérative et fondateur du cabinet Lumia. Aujourd'hui, quand on parle de responsabilité, quand on parle de RSE, quand on parle de développement durable, on a toutes et tous en tête la réduction des impacts négatifs de nos activités sur les écosystèmes et sur la société. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus car, si je prends l'image d'une baignoire qui déborde, la bonde est verrouillée, le robinet est ouvert à fond. Si je réduis d'un quart le débit du robinet mais qu'il continue à couler, la baignoire continue à déborder. Réduire nos impacts négatifs, c'est continuer à exercer une pression négative sur des processus qui ont d'ores et déjà très largement dépassé leur seuil d'alerte. Nous devons passer à un paradigme de génération d'impact positif net sur les écosystèmes et sur la société. Mais pour rentrer dans une dimension régénérative, il faut au préalable se pencher sur les limites des modèles économiques classiques qui sont construits sur une logique volumique et engagés dans un esprit de croissance soutenue. Le volumique, c'est vendre plus d'unités de quelque chose pour se développer. Cette course au volume engendre une consommation de ressources et d'énergie avec un objectif entièrement tourné vers la croissance du PIB qui appelle inexorablement à toujours plus de croissance. Ce développement exponentiel est basé sur une utilisation illimitée des ressources. Alors, une entreprise régénérative, cela veut dire quoi? Écoutons à nouveau Christophe Sempels. Alors une économie régénérative, c'est une économie qui se remet au service de la dynamique du vivant. On a plutôt aujourd'hui affaire à une économie qui va à l'encontre du vivant, à l'encontre de la dynamique de vie. Et donc l'idée de l'économie régénérative, c'est de réinscrire le vivant au cœur de chaque action, au cœur de chaque décision, au cœur de chaque pratique de l'entreprise, et idéalement d'inscrire cette dynamique de vie au cœur de son modèle économique. Là, c'est vraiment la garantie qu'on va faire les choses avec sérieux et engagement. Devenir une entreprise régénérative, c'est donc passer de la réduction et ou neutralisation de ses impacts négatifs à la génération d'impacts positifs nets pour les écosystèmes et la société, en s'appuyant sur des formes nouvelles et élargies de coopération entre acteurs d'un même territoire. Alors, comment on se met en route? Pour pouvoir aller vers la régénération, nous n'avons pas d'autre choix que de transformer les modèles économiques de nos organisations. C'est un prérequis absolument indispensable. Nos modèles économiques, dans leur très grande majorité, sont construits sur une configuration rendant totalement inaccessible cet objectif de régénération. Prenons l'exemple d'un fabricant de voitures. Sa raison d'être est d'apporter de la mobilité. Son modèle économique est basé sur du volumique, vendre toujours plus de voitures. Conséquence, chaque constructeur met d'année en année toujours plus de voitures sur la route. Nous avons des réseaux routiers de plus en plus congestionnés et embouteillés, ce qui génère de l'immobilité. Quand on pousse le modèle économique dans ses retranchements, on voit que parfois il va à l'encontre de la raison profonde pour laquelle cette entreprise existe, c'est-à-dire apporter plus de mobilité. Revenir à la raison d'être de l'entreprise est donc une boussole qui lui permet de questionner son modèle économique et la contribution qu'elle peut apporter au monde. Christophe Sempels nous donne un autre exemple avec cette fois-ci un fabricant de poids lourds dont le modèle économique est lui aussi basé sur du volumique, c'est-à-dire la vente de camions à l'unité. Un fabricant de camions, si vous lui demandez quel est son principal enjeu stratégique aujourd'hui, il y a de très fortes chances qu'il vous dise décarboner la flotte. Et la solution, elle est toute trouvée. Décarboner la flotte, c'est électrification, hydrogénéisation des flottes, réponse techno. Si vous faites ça, si vous n'adoptez aucune posture systémique, il y a de très grandes chances que vous déplaciez le problème.
Je vous donne un exemple. Si vous électrifiez demain l'ensemble de votre flotte de véhicules, mais que vous restez pris dans un modèle classique volumique où vous mettez toujours plus de camions sur la route qui désormais sont électrifiés, idéalement, il faudrait que l'électricité pour alimenter ces camions soit produite en ENR, en énergie renouvelable. Sinon, quel est le sens? Quel est le sens du chantier? Okay. Et 1 kWh produit en ENR est 10 fois plus intensif en ressources métalliques qu'un kWh produit en thermique. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si demain, tous les véhicules, tous les camions roulent à l'électrique produit en ENR, on a besoin de 10 fois plus de ressources métalliques. Donc ça veut dire que dans les mines, il faut extraire 10 fois plus. Donc ça veut dire que d'abord, dans les mines, c'est de l'énergie fossile pour extraire. Vous imaginez l'emprise sur les sols, vous imaginez l'impact sur la biodiversité, vous imaginez l'impact sur le cycle de l'eau. Vous déplacez le problème. Sans vision systémique, on déplace le problème. Donc il va falloir adopter une vision systémique pour correctement poser le problème stratégique. La contribution régénérative de ce fabricant de camions serait d'atteindre un objectif de réduction de camions mis sur la route et de réduction du nombre de kilomètres qu'ils parcourent. Mais cette vision stratégique est inentendable dans le référentiel actuel de ce modèle d'entreprise. Alors, comment lever ces freins? Comment raisonner autrement? On nous a appris depuis tout petit que quand on avait un problème, il fallait le résoudre par les causes. Ça marche pour un problème compliqué. Un problème compliqué, c'est ma bagnole est en panne. Ça marche pourquoi? Parce que vous pouvez démonter la bagnole jusqu'au dernier écrou et vous finirez bien par trouver la pièce qui est défectueuse, la réparer, la remplacer et remonter le moteur. Et la voiture, elle redémarrera. Un problème compliqué est donc complètement décomposable. Mais alors, qu'en est-il d'un problème complexe? Il en va tout autrement des problèmes complexes. Compliqué versus complexe. Un problème complexe, et le monde est complexe. Vos entreprises sont des systèmes complexes. Notre corps humain est un système complexe. Un système complexe n'est pas entièrement déterminable. Il n'est pas entièrement prédictible. Il n'est pas entièrement décomposable. Et chacun de ses constituants interagit de manière forte ou faible les uns avec les autres. Alors, comment agir? Quelle est la méthode à adopter? Alors, si on ne peut plus raisonner par les causes, il nous reste quoi? Il nous reste les conséquences. Il nous reste les conséquences du problème s'il était résolu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez créer un monde fictionnel dans lequel vous dites ce problème stratégique que j'ai posé là, cet enjeu stratégique, un coup de baguette magique, il est résolu. Quelles sont les conséquences pour le monde? Il se passe quoi? Si demain il y a beaucoup moins de camions sur la route et si demain chacun de ces camions fait moins de kilomètres, il se passe quoi? Et vous faites une petite séance de créativité avec vos collaborateurs, collaboratrices et en 10 minutes vous allez avoir une liste immense. Il va se passer plein de trucs super chouettes en fait. Il y aura moins de pollution. Il y aura moins d'émissions de gaz à effet de serre, il y aura moins de consommation énergétique, il y aura probablement une logistique qui sera plus à même de s'inscrire dans les limites planétaires. Alors, il va falloir probablement réduire la distance des chaînes logistiques, il va falloir raccourcir les chaînes logistiques, on va réduire la dégradation du réseau routier, on va réduire l'étalement urbain, etc., etc., etc. Donc vous allez avoir une longue liste. Alors, évidemment, il va falloir mettre un peu d'ordre là-dedans, et c'est là qu'il y a une petite gymnastique. Bon, vous testez des trucs, vous expérimentez. Alors moi, là-dedans, quand je vois toute cette liste, en fait, il y a 2 sujets qui m'interpellent. D'abord, 1, ça va générer plein d'impacts positifs. Et 2, ça va nécessiter des chaînes d'approvisionnement raccourcies qui, de ce fait, seront plus résilientes. Et donc ça me permet d'assembler le tout et de créer un nouveau référentiel pour penser la solution de mon problème. Je pourrais dire, en fait, il y a un enjeu qui se présente à moi pour faire advenir cette réalité. Il faudrait que je suis, puisqu'en fait, c'est ça, on veut que cette réalité, elle advienne. Donc, si je veux que cette réalité advienne, il faudrait que je sois capable d'encourager la résilience nationale par le développement d'une chaîne d'approvisionnement raccourcie à impact positif. Et la question qui suit, c'est, OK, je reviens dans mes baskets de fabricant de camions, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers ça? Quels sont les moyens dont je dispose pour aller vers ça? Cette approche nouvelle permet donc à l'entreprise de mieux comprendre les impacts qu'elle occasionne à travers son activité et ainsi d'engager des coopérations avec son écosystème pour faire émerger une approche plus régénérative de son activité. En posant différemment leurs problématiques stratégiques, les entreprises peuvent donc réinventer leur modèle économique. Pour autant, toutes les entreprises ne sont pas connectées au vivant de manière directe. C'est d'ailleurs le cas d'une majorité d'entreprises dans les services ou l'industrie. Prenons l'exemple d'une fonderie située en Bretagne. Elle ne sera jamais régénérative sur son périmètre propre.
Cependant, cette fonderie peut s'intégrer dans un écosystème coopératif d'acteurs dont certains sont en lien direct avec le vivant. Elle fait alors porter l'ambition régénérative sur cet écosystème coopératif. Comment ? En Bretagne, les pratiques agricoles et d'élevage produisent beaucoup d'azote. Conséquence, les algues vertes prolifèrent sur les côtes bretonnes, produisant une quantité très importante de méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique. La bonne nouvelle, c'est que cette biomasse peut être récupérée, valorisée par biométhanisation. Ce processus permet ainsi de produire du biogaz qui viendra alimenter la fonderie en énergie et réduire ainsi drastiquement son bilan carbone. En raisonnant avec leur écosystème dans le cadre d'une approche systémique, les entreprises se donnent ainsi accès à une palette d'options beaucoup plus large, faisant d'une contrainte une opportunité pour s'emparer de ces sujets dans le respect des limites planétaires. Comment les entreprises peuvent devenir plus utiles à la société ? C'est tout le sujet des 70 entreprises du bassin lyonnais qui, comme le groupe Altis, ont décidé de s'engager dans ce parcours pour coopérer, s'inspirer et s'orienter ensemble vers des formes d'entreprises plus régénératives. N'hésitez pas à consulter les différents liens postés en commentaire si vous souhaitez approfondir certains points abordés dans ce podcast. Dans le prochain épisode, je partagerai avec vous notre 3e session à la CEC avec au programme « Comment entreprendre avec le vivant ». Ce podcast vous a été proposé par la direction de la RSE du groupe Alpetis. Un grand merci au service communication pour son aide à la réalisation et au montage.